En Éthiopie, aucun risque n'est de trop pour certains habitants pour le voyage en exil. À l'arrivée, c'est le soulagement qui domine. Ils fuient les combats de l'armée fédérale contre la région du Tigré. Au Zimbabwe, le séjour carcéral du journaliste Hopewell Chinono ne changera rien dans sa détermination. Ce lanceur d'alerte affirme qu'il continuera à dénoncer la corruption au sommet de l'État. Et puis, le processus devant conduire à l'organisation des élections en Libye se poursuit. Une réunion consultative du Parlement libyen s'est tenue à Tanger, au Maroc. Tous les protagonistes sont représentés. Et voilà pour le sommaire de ce journal. Bienvenue dans cette édition. En Éthiopie, le cauchemar des bombardements dans la région du Tigré pousse des milliers de citoyens sur la voie de l'exil. En fuyant la guerre dans la région dissidente du Tigré, Jamara et son mari ignoraient ce qui les attendait au Soudan. Mais quel soulagement d'être finalement accueillis par de généreux habitants de l'autre côté de la frontière. Reportage. Affamés, assoiffés et fatigués, ils sont arrivés dans la pauvre ville soudanaise de Hamdaït après avoir marché plusieurs heures et traversé la rivière Siétet. Tout ce que ce couple désirait, c'était un endroit pour dormir, loin des abris de fortune bondés du centre de transit de Hamdaït. Nous pensions louer un logement, mais les gens nous ont hébergés gratuitement, raconte Jamara dans un modeste abri en paille doté d'un lit. Le jeune couple fait partie des milliers de personnes forcées de fuir après l'éclatement du conflit au Tigré dans le nord de l'Éthiopie, où les forces gouvernementales ont lancé le 4 novembre dernier une offensive contre les forces locales dissidentes. Au camp, il n'y avait pas de lit et on faisait la queue pour manger. Trouver à manger était difficile, il n'y a pas de nourriture. Mais ici, c'est mieux, car nous pouvons en acheter avec notre argent. L'ONU a déploré une crise humanitaire à grande échelle à la frontière, alors que des centaines d'Éthiopiens fuient chaque jour les combats et bombardements. Ils peuvent rester ici tant qu'ils le souhaitent, assure leur hôtesse Mariam Aboubakr, qui vit avec son mari dans une petite maison voisine en terre battue. Les Soudanais sont un peuple généreux et l'Éthiopie est un pays frère et notre voisin. Donc, nous devons soutenir ces citoyens dans toutes les situations qu'ils traversent et nous leur avons tout fourni, des logements au lit et matelas. Nous leur avons offert ce que nous pouvons. Comme les autres réfugiés, Jamara et son mari se sont inscrits auprès d'organisations humanitaires pour bénéficier de repas quotidiens au centre de transit. Peut-être que si les choses se calment au Tigré, nous rentrerons chez nous. Sinon, nous n'aurons d'autre choix que de vivre dans un camp de réfugiés, confie Jamara. En Sierra Leone, l'ancien chef de l'État, Ernest Bai Koroma, a été interrogé par une commission d'enquête enquêtant sur les présumés faits de corruption et de détournement commis sous sa présidence. C'est ce qu'ont donc indiqué deux responsables sous couvert de l'anonymat. Ernest Bai Koroma, l'ancien président sierra-léonais, a été interrogé en un lieu tenu secret après que son audition a été annulée à 2 reprises, la dernière fois la semaine passée, pour des raisons de sécurité, a dit un membre de la commission. Un membre du bureau d'Ernest Bai Koroma a confirmé la tenue de cette audition sans s'exprimer sur son contenu. Plusieurs anciens responsables de l'administration Koroma ont déjà été arrêtés dans le cadre de la lutte contre la corruption et le gaspillage des fonds publics engagés par son successeur, l'actuel président Julius Maada Bio, qui a promis de récupérer des dizaines de millions de dollars volatilisés. Une commission d'enquête a conclu en mars que des millions de dollars restaient introuvables après avoir épluché les comptes datant des années de pouvoir de Koroma, de ministères et d'entreprises publiques. Tout comme lui, quelques 130 personnalités liées à son régime sont interdites de sortie du territoire. L'économie de la Sierra Leone, 7,5 millions d'habitants, gangrénée par la corruption, a été dévastée par une guerre civile de 1991 à 2002 qui a fait quelques 120 000 morts. Elle reste fragile après les chocs de l'épidémie d'Ebola qui l'a ravagée en 2014-2016, la chute des cours mondiaux des matières premières et l'apparition cette année du nouveau coronavirus.
Le parti au pouvoir l'a déclaré ennemi de l'État, sorti de prison, son deuxième séjour carcéral en moins de 4 mois. La détermination du journaliste Opuen Chinono reste entière au Zimbabwe. Il va donc continuer son travail. Je ne vais pas arrêter de traquer la corruption au sommet d'État, a affirmé ce lanceur d'alerte âgé de 49 ans. Il est resté 17 jours dans la section D, réservée aux condamnés à perpétuité ou à mort, une situation dénoncée par son avocate à chaque audience avant sa libération sous caution. Cette fois, il était emprisonné pour entrave à la justice après la publication d'un tweet dénonçant l'intervention du gouvernement auprès de magistrats enquêtant sur une affaire de contrebande d'or. Exposer la corruption, c'est la nature du travail, sinon je ne suis plus journaliste, répète-t-il d'une voix calme. Hopewell Chinono, journaliste d'investigation zimbabwéen, traverse une période sombre avec le régime de Mnangagwa. Fin juillet, des policiers avaient fracassé la baie vitrée de sa salle à manger pour l'arrêter. Il avait filmé avec son téléphone et diffusé en direct leur irruption. Les autorités l'accusaient alors d'avoir incité à la violence publique pour avoir relayé des appels à manifester contre la corruption d'État. At the Mnangagwa regime, the Zimbabwean government does not want Le régime de Mnangagwa ne veut pas que la corruption soit révélée comme elle devrait l'être. Et si on parle du détournement des fonds publics et des ressources naturelles en mettant en cause la famille du président, on est arrêté. Ces manifestations n'ont jamais eu lieu. Le président Emmerson Mnangagwa ayant imposé un couvre-feu, déployé policiers et soldats sur des barrages routiers dans le cadre du confinement. Un mois avant son arrestation, un haut responsable du parti au pouvoir, la ZANU, Patrick Chinamasa, dénonçait les attaques systématiques contre l'intégrité de la famille du président par des personnages sans scrupules tels que Hopewell Chinono. À cette époque, le reporter, plusieurs fois primé, enquêtait sur une affaire de corruption présumée autour d'achats par le gouvernement de matériel de protection et de tests Covid qui a abouti à la démission du ministre de la Santé. Au Cameroun, 2 avocats, dont un membre du parti de leader de l'opposition Maurice Kamto, ont été condamnés à 6 mois de prison avec sursis pour dégradation de biens publics et de rébellion. C'est ce qu'indiquent certaines sources au niveau du parti. Richard Tamfou et Armel Chouemegne avaient été arrêtés mercredi à Douala, la capitale économique du Cameroun, à la suite d'échauffourées dans un tribunal où les policiers étaient intervenus violemment pour déloger des avocats manifestant pour la libération de 2 des leurs. Les 2 avocats ont également écopé d'une amende de 100 000 francs CFA. Maître Tamfou est un membre actif du mouvement pour la renaissance du Cameroun, le MRC, l'un des principaux partis d'opposition. Les cadres et militants du MRC sont régulièrement la cible d'arrestation et de procès depuis que leur leader, Maurice Kamto, arrivé en 2e position, conteste la réélection de Paul Biya en 2018. Lors de leur procès devant le tribunal de Douala, les 2 avocats ont plaidé non coupables, mais se sont abstenus de reprendre la parole pour se défendre. Le Conseil de l'ordre des avocats a appelé en soutien à leurs confrères à une grève et à la suspension sur toute l'étendue du territoire national. Le port de la robe du 30 novembre au 4 décembre a annoncé ce week-end l'ordre dans un communiqué. Et dans l'est de la République démocratique du Congo, Thabo Taberi alias Sheka, ancien chef de la milice Nduma Defense of Congo, a été donc condamné à perpétuité, et ce pour de nombreux crimes commis au début de la décennie. Au terme d'un procès qui a duré 2 ans, Ntabo Ntaberi alias Sheka a été condamné pour meurtre, viol, esclavage sexuel, enrôlement d'enfants de moins de 15 ans par le tribunal militaire opérationnel du Nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. La Cour va vous condamner à la peine unique la plus forte, c'est-à-dire la servitude pénale à perpétuité. La condamnation de Sheka marque un pas important dans la lutte contre l'impunité au Congo et témoigne du courage des survivants et activistes qui se sont battus pour obtenir justice malgré les risques encourus, a estimé Thomas Fessi, chercheur principal pour le Congo à Human Rights Watch. Avec 3 co-accusés, il était poursuivi pour des crimes graves contre les civils, notamment des femmes et des enfants entre 2010 et 2017 dans le territoire de Walikali. Mais le Nord Kivu et l'Est de la RDC n'avaient encore jamais connu un procès d'une telle envergure. Donc dans tous les cas, on vient de vivre un moment historique. Sheka a été reconnu coupable pour crime de guerre. C'est quelqu'un que personne pensait voir un jour sur le banc des accusés. Donc juste pour ça, c'est un énorme pas en avant pour la justice. Il y a
certains aspects du verdict pour lesquels on est un peu moins content, mais par exemple la reconnaissance des crimes contre l'humanité par viol à Luvungi, mais ça reste que de manière générale c'est un verdict très positif et un grand message pour les victimes que justice est faite. Selon le communiqué des Nations Unies qui avait mené une enquête, entre le 30 juillet et le 2 août 2010, des attaques contre 13 villages avaient fait 287 morts, alors que 380 femmes, hommes et enfants avaient aussi été violés. Le NDC a en outre recruté au moins 154 enfants dans ses rangs. Parmi les 3 co-accusés, l'un a également été condamné à perpétuité, un autre à 15 ans de prison et le dernier a été acquitté selon ce verdict rendu par la Cour militaire opérationnelle du Nord Kivu. La ville de Tanger au Maroc a abrité une réunion consultative du Parlement libyen avec la participation de plus de 100 membres représentant les différents courants politiques libyens. Cette réunion qui se poursuivra jusqu'au 25 novembre est la première du genre qui vise donc à établir le programme d'une autre session officielle de la Chambre des représentants libyens. Ce second round du forum politique libyen qui se tient sous l'égide des Nations Unies et se déroule en format virtuel intervient après une première session mi-novembre à Tunis qui a permis de trouver un accord sur des élections nationales le 24 décembre 2021, mais pas sur les noms des futurs dirigeants de la transition. La réunion consultative de la Chambre des représentants à Tanger est une étape pour préparer les prochaines échéances, notamment après l'évolution de la situation et l'espoir de restaurer la souveraineté et la stabilité en Libye. Nous travaillons ici au Maroc à la publication ou à un accord sur un ordre du jour pour retourner en Libye et tenir une session officielle au cours de laquelle la présidence de la Chambre des représentants sera modifiée et dans laquelle aussi les règlements internes seront également publiés. La Chambre des représentants sera organisée et unifiée et sortir la Libye de la crise politique. Toutes nos réunions sont consultatives et non officielles pour se mettre d'accord pour trouver un moyen de réunir dans une des villes libyennes et probablement ça sera Ghadamès ou Sirte. Et là, nous commencerons nos réunions officielles à l'intérieur de la Libye. Les discussions ont porté sur les critères de sélection des futurs dirigeants de la transition, a annoncé la mission d'appui des Nations Unies en Libye, Manoul, à l'issue de cette première journée. Elles ont été ajournées à mercredi pour permettre aux participants d'étudier les options de sélection présentées lundi, a ajouté la Manoul. La reprise de ces pourparlers intervient alors que des organisations libyennes ont récemment appelé à enquêter sur des allégations de corruption pendant le premier round à Tunis, visant, selon elles, à influencer le processus de sélection des futurs responsables. En réponse, l'émissaire onusienne a affirmé qu'un groupe d'experts des Nations Unies avait été saisi, étant donné que de telles activités, si elles sont avérées, pourraient constituer une entrave au processus politique et faire l'objet de sanctions. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Au revoir.